La conscience éclairée, une série de podcasts pour aider à s'extraire des pièges de la matrice sans difficulté. Présenté par Arwen de la Réau. Bonjour mes amis, voici pour vous le podcast numéro 7 et donc Arwen de la Réau avec vous pour poursuivre cette série que j'avais appelée les conséquences de l'éducation sur la psyché adulte. Il y aura donc quatre podcasts là-dessus. On a fait celui numéro 6 la semaine dernière. Voici donc le numéro 7 et qui j'espère ne sera pas trop long, mais encore une fois j'ai fait de grands parties qui soient quand même très explicites pour continuer notre étude de ce qui est, malheureusement, qui nous a tous privés de notre capacité à nous élever davantage et plus vite de cette matrice. Donc, bienvenue sur ce podcast numéro 7, mes amis, et à nous de voir qu'en cette période d'élévation cardinale de la Terre et de la race humaine, nous pouvons observer la nécessité à nous transformer. Et moi, je suis heureuse de pouvoir vous transmettre quelques éléments qui puissent vous aider à nettoyer les traces sombres et les trop-pleins d'énergie du passé que la psyché n'a plus apporté. Cet espace de transformation à l'extérieur et à l'intérieur de chacun implique un alignement sans faillir à la source. La Terre a besoin de la conscience humaine pour évoluer encore plus loin dans les fréquences de la grâce avec lesquelles nous avons tous rendez-vous. Mais tant que nous regardons la vie comme une suite de choses à faire, à réussir, tant que nous regardons la Terre comme une énième chose à maîtriser, un énième terrain à investir et à dominer selon le raisonnement, selon le savoir, il ne peut y avoir aucune avancée. Au contraire, la lumière baignant maintenant tout ce qui est, l'ombre sous quelque forme que ce soit ne pourra plus subsister. Chacun peut changer profondément les choix qui dirigent sa vie afin que soit rehaussé le niveau de conscience individuel et collectif, et ça c'est le but de l'incarnation. Il nous est demandé à tous de trouver en soi le socle, le pilier indestructible qui permette de demeurer stable et fiable pour réaliser l'harmonie en nous et dans le monde. Ainsi, à mon humble niveau, j'essaie quand même de vous communiquer ce que j'ai moi-même pu expérimenter et ce qui m'est donné de vous communiquer, bien sûr, afin que vous trouviez en vous la force de puiser par vous-même dans le creuset individuel de votre intériorité et que vous y puisiez de quoi transformer ces temps à venir. Nous avions donc observé que l'éducation parentale, qu'elle soit, on n'est pas en train de dire si elle est bonne, si elle est mauvaise, mais quelle qu'elle soit, elle laisse des traces dans ce qui va devenir des conditionnements pour vous. Et par l'application involontaire d'intentions et d'agissements combinatoires, un grand nombre de parents ne peuvent transmettre autre chose que les peurs et le sentiment d'insécurité, donc sentiment d'être abandonné. Les principes d'éducation sont dictés par une lucidité et une intelligence forcément rétrécies parce que les générations passées ne savaient pas faire autre chose que ce qu'elles vous ont montré. Leur manière d'exprimer cette déficience est toujours banalisée par le commun des mortels, car il est difficile d'admettre ou de faire reconnaître qu'il s'agisse là d'une forme bénigne de maladie. N'ayons pas peur des mots, c'est quand même ça.
En bons manipulateurs pervers malgré eux, les parents démentissent vigoureusement tout reproche et restent persuadés du bien fondé de leur attitude, trouvant toujours force parade et bonnes excuses pour combler par cette sorte de verrou de sécurité l'angoisse inconsciente que fait naître n'importe quel reproche de leurs enfants plus tard. Pour l'enfant, les parents sont censés prodiguer l'amour, c'est du moins ce qu'on leur a dit. Ce sont eux qui alimentent et pourvoient en tout quant à son confort de vie. Toutefois, simultanément, il comprend qu'ils peuvent instantanément et arbitrairement aussi tout supprimer, à commencer par ce fameux amour, en tout cas ce que l'enfant s'en représente. Si les parents sont rigides, possessifs et se fâchent, ils transfèrent par conséquent à l'enfant la terrible sensation d'être rejeté. Il en résulte un sentiment d'inadéquation. Et de fait, par le biais de leur ignorance et de leur faute d'appréciation des circonstances, ils multiplieront conseils abusifs, recommandations perpétuelles, surveillance constante, culpabilisation, menaces, etc. D'aucuns y verront même la manifestation d'un devoir zélé, un devoir parental zélé. Au pire, on dira que ces parents-là couvent trop leur enfant. Sauf que, je l'ai déjà dit souvent, quand une poule couve ses œufs, elle donne la vie, et tandis qu'un parent qui couve ses enfants psychiquement les tue. Tyranniques ou plus simplement surprotecteurs, ces éducateurs sont avant tout vecteurs de dépersonnalisation. Leur bouche grouille de recommandations et de commandements aliénants, d'ultimatums et de sommations en tout genre. Pour l'enfant victime de ce chantage évolutif, il s'agit là d'un travail de sape en guise d'amour. De la sorte, la personne qui pour la première fois s'entend dire que ses parents ne l'ont pas aimée, elle n'en croit rien et jure de toutes ses forces qu'ils ont toujours été là présents pour elle. Et il est bien normal qu'un parent s'inquiète pour ses enfants, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a appris. Il s'opère un phénomène de dissociation traumatique qui déconnecte nombre de gens du ressenti des violences émotionnelles vécues, trop lourdes à réaliser consciemment et encore davantage lourdes à verbaliser. Le véritable éducateur encourage pourtant l'individu à trouver en lui-même ses propres certitudes, ses propres ressources et ses propres valeurs. Il ne dicte rien, car celui à qui l'on impose une façon de faire demeure vulnérable, influençable et en désamour avec lui-même du fait que tout ce qu'il représente par essence aura été refusé, déprécié, déformé. Rendez-vous compte que ça, nombre d'enfants le vivent constamment et tous les jours, et encore de nos jours. Les parents qui ont eux-mêmes été intensément frustrés n'éduquent pas leurs enfants, ils les dominent. Inconsciemment ou quelquefois plus lucidement, ils recherchent leur soumission, ce qui nous ramène aux manifestations caractéristiques du manipulateur pervers. Je l'ai déjà souligné, ces parents n'aiment pas leurs enfants, ainsi qu'ils prétendent le faire. Certains demeurent intimement persuadés que le fait d'avoir des enfants leur assure une prise en charge sécurisante pour leurs vieux jours. Un retour sur investissement, en somme. Mon Dieu, quelle horreur! L'aide qu'ils apportent est toujours entourée d'un halo d'attente en échange, ne serait-ce qu'en référence à la morale sociale ou religieuse. C'est pourquoi ils placent un point d'honneur à réussir l'éducation de leurs enfants. Vous vous rendez compte? Réussir l'éducation, mon Dieu. Comme si l'on devait, afin de ne pas démériter aux yeux du monde, produire de petites choses parfaites à 20 ans, bien élevées, bien diplômées, répondant à leur nom sur un simple claquement de doigts, présentant spontanément des excuses et des marques de déférence sur un simple reproche moralisateur, perçu dans le fond de l'œil de ce parent si aimant.
Pour bien des personnes, des années durant, on gesticule au nom du devoir parental. On brandit l'étendard du sacrifice de soi. L'on se vante et l'on s'enorgueillit pour se faire plaindre d'avoir passé tant d'heures au chevet d'un enfant malade, par exemple, comme s'il s'agissait d'un exploit, alors que l'on s'est contenté d'accomplir ce qu'il est tout à fait normal de faire, sans s'interroger, sans rechigner, lorsqu'on aime, soi-disant. D'autant que si l'enfant est malade, ce n'est pas un hasard. À 98%, le ou les parents sont directement impliqués par leur comportement erroné ou malfaisant. L'on expose en place publique tous les efforts qu'on a dû accomplir pour élever cet enfant si difficile, alors que bien souvent on ne lui a laissé obtenir que ce qui ne pouvait décemment pas lui être enlevé. On ordonne, on étiquette, on sanctionne, on délibère, mais rarement l'on aime tout simplement. Il en va des parcours scolaires comme du reste. Certains parents supervisent les études à la virgule près. Ils cornaquent leurs enfants et fixent à l'avance la norme des résultats ou des performances à réaliser, avec mention si possible. Un nombre croissant de gens ne cesse de se persuader que l'avenir social de leur enfant se joue à l'école. Alors ils attendent que leurs enfants réussissent là où eux-mêmes, peut-être, avaient échoué. Ce qui devient d'ailleurs le meilleur moyen pour provoquer l'échec scolaire, car pour certains enfants, l'étude dans ces conditions devient vite un bagne, dont ils souhaitent se libérer dès qu'ils en ont l'occasion, à moins que, bien brisés par des années d'obéissance forcée, ils acceptent d'endosser le fardeau pour faire plaisir. Et parmi eux, certains termineront leurs études avec succès, bardés de masters de ceci et de doctorats de cela. D'autres s'enfonceront dans les études comme on s'enfonce dans une épaisse forêt, peut-être pour risquer de se perdre, mais surtout pour s'assurer qu'ils y resteront à l'abri et qu'ils n'y seront pas suivis. Puis, aux abords de la quarantaine, refusant de passer plus longtemps à côté de leur vie, fatigués de suffoquer sous l'amas des oui à contre-cœur, des amertumes et des renoncements à la répétition, on les retrouve parfois totalement reconvertis pour enfin réaliser leurs rêves, quelquefois même entièrement déconnectés de leur monde d'origine. Alors, s'ils sont l'enfant unique, ils provoquent la consternation. Ils sont bannis, forcés à porter pour de longues années la honte de n'avoir pas satisfait leurs parents, pourtant tellement dévoués. Lorsqu'on évoque leur nom, l'on enveloppe symboliquement de l'écriteau qui dénonce la faute, sur le modèle des pancartes qu'aux États-Unis on accroche autour du cou des primo-délinquants, en les obligeant à se maintenir à la vue de tous, là où il est écrit par exemple « j'ai volé » ou « je suis proxénète », etc. S'ils sont l'exception dans une fratrie, il demeure à vie le vilain petit canard, l'original, l'incompréhensible, l'irrécupérable, qu'on finit par abandonner à son sort, concrètement cette fois. On ne le reconnaît pas. On l'a pourtant élevé comme les autres, on ne s'explique pas. Celui qui a réussi à s'évader du milieu familial est souvent décrié par le reste de la famille, c'est-à-dire par tous ceux qui auraient rêvé d'en faire autant, mais n'ont pas eu le courage ou l'intelligence de couper le maillage de rétention. On en veut à celui qui a pu déployer ses ailes, celui qui a osé sortir du sérail, semble renier ses racines et met ainsi davantage en relief la défectuosité du terreau natal. Plus les parents sont exigeants et rigides, plus l'enfant comprend qu'il va devoir jouer un rôle. Puisqu'on ne l'accepte pas tel qu'il est, puisqu'on lui impose une façon d'être pour pouvoir l'aimer, soi-disant, l'enfant se sent coupable d'exister en tant que tel. Il cesse d'être lui-même, il accepte le rôle qu'on lui décerne pourvu qu'il plaise à ses parents. Du moment qu'il a l'impression d'être aimé, il est capable de revêtir toutes les apparences. Il se trouve alors prisonnier de deux tensions extrêmes, être soi
ou bien jouer le personnage souhaité par les parents. Et dans nombre de circonstances, l'enfant incarne le personnage correspondant le mieux à la typologie des comportements dont le parent a besoin pour grandir lui-même et se guérir intérieurement. L'enfant renvoie alors en miroir tout ce que le parent refoule en lui-même, dans l'espoir tout à fait inconscient que le bourreau, entre guillemets, réalise l'ampleur de ses erreurs. L'enfant soigneur, c'est pour cela aussi qu'il est venu au monde, finit par ne plus savoir qui il est réellement, lui-même, celui que son énergie dirige encore, ou bien le personnage qu'il doit montrer pour s'inscrire dans le cercle familial et dans la société. La plupart du temps, il endosse finalement le rôle qui lui permet d'avoir la paix et d'éviter le rejet. Souvent, sa vie durant, persuadé de ne pas posséder les valeurs requises pour susciter l'intérêt, l'être humain s'évertue à fabriquer un personnage de telle façon que personne n'entrevoit sa vraie nature, décrétée comme non recevable. Mais paradoxalement, il espère que, malgré ou à travers l'usage de ce stratagème, on finisse par le voir et le reconnaître enfin. Le conflit et la contradiction sévissent en permanence, au même titre que les masques d'endurance, et du déni, au centre d'une impressionnante cécité émotionnelle. Ça, c'est évidemment tout le schéma des pensées, puisque nos pensées ne nous appartiennent pas. Elles sont investies elles sont enduites, elles sont engluées dans le schéma de la pensée collective. Et un très grand nombre d'individus vivent sur ce charnier mental, parce que c'est un charnier. C'est le résultat de millénaires de fausses croyances, d'apprentissage erroné et de personnalités tronquées. En particulier des personnalités publiques de renom, de même qu'une majorité d'artistes. A fortiori, ces personnes sont issues de milieux culturels modestes. Pour les personnes, si ces personnes sont issues de milieux culturels modestes, avec des parents eux-mêmes en sous-estime, elles perçoivent leur ascension sociale et leur notoriété telle une imposture. Elles s'astreignent avec une vigilance de tous les instants, veillant à afficher tous les marqueurs, accréditant l'appartenance aux fonctions exercées, quitte à parfois laisser transparaître qu'il s'agit pour elles d'un rôle de composition, mais pourvu que personne ne s'avise d'écorcher trop profondément ce qui ne cesse de constituer un vernis de surface. Ces personnes se sentent généralement puissamment inspirées pour exprimer des propos caustiques ou entreprendre d'audacieuses mesures avec l'ambition d'avoir contribué à réformer la société qu'elles critiquent et à laquelle elles veulent échapper. Elles se sentent d'autant plus à l'aise pour le faire qu'elles seront protégées par leur support professionnel si celui-ci les maintient à l'abri des regards publics. Ça peut être la presse écrite, la radiophonie, la littérature, le dessin, la photo, les arts plastiques, les célèbres postes à responsabilité commerciale ou ministérielle, par exemple. Et c'est pourquoi les artistes, davantage exposés sur scène ou dans des milieux audiovisuels, éprouvent de bien plus grandes difficultés à obtenir, puis à accéder à la reconnaissance à laquelle ils aspirent. Dans ce cas, ils se considèrent d'autant plus fragilisés que le filtre les séparant du jugement de l'autre est ressenti comme presque inexistant. N'importe qui alors, grâce à un détail peut-être négligé, est censé découvrir et pénétrer la faille qu'il s'évertue pourtant à dissimuler. Ainsi, certains ont tendance à occuper bruyamment l'espace. On épaissit le contenant afin de mieux détourner l'attention du spectateur
sur ce qui risque d'être repéré comme la vacuité du contenu. Les écorchures de l'enfance enveniment les orientations professionnelles de l'adulte comme des pierres qui ricochent en éraflant la surface du lac. Il n'est toutefois pas obligatoire de consentir à s'affaler dans ces doubles fonds. Au contraire, il est possible d'utiliser la trace des égratignures comme le grimpeur se saisit de la lézarde pour escalader la montagne à main nue. Les aptitudes d'un artiste talentueux, d'un habile intervieweur ou encore d'un avocat pénaliste à succès reposent en commun sur leurs fêlures respectives. Chacun, dans le cadre de son exercice, se doit de reconnaître chez ceux auxquels il s'adresse la fissure qu'il connaît de lui-même. Il partage l'art de discerner d'emblée ce qui est susceptible de faire fléchir les murailles de la méfiance, de la résistance et du refus chez n'importe qui. Sans cesse, l'on s'affronte à un pas assez ou un trop-plein reçu. La transmission de la charge de tout ce qui n'a pas été réglé à l'âge adulte est forcément très lourde pour la génération future. De fait, l'adulte qui est celui qui a su, afin de s'en affranchir, décrypter tous les faux messages, ainsi que les concepts erronés inculqués dès son plus jeune âge, celui peut-être qui peut accéder à sa véritable identité et librement décider d'agir, délivré de tous les schémas d'obligation, d'obéissance, de soumission auxquels l'existence contraint les gens ordinaires. L'adulte est celui qui avance sans peur et s'autorise à vivre sans devoir scrupuleusement respecter les interdits, car, motivé par la guidance de son être intérieur, il distingue sans effort et sans erreur ce qu'il convient d'estimer comme étant vraiment respectable, à savoir donner au mot respect une toute autre connotation que celle de nos vocables terrestres. Le respect signifie alors l'intention naturelle et omniprésente d'œuvrer pour l'amour du monde, grâce au rayonnement ininterrompu de l'immanence supra-humaine. Quoi qu'il en soit, sans le savoir, les parents manipulent odieusement leurs enfants comme ils ont été eux-mêmes manipulés. Tous les parents du monde veulent bien faire, évidemment. Cependant, ils demeurent impuissants à se dégager de la gangue familiale précédente, affleurant par moments à leur peau comme une fièvre. Lorsque l'enfant blessé devient père ou mère à son tour, il s'identifie aux parents qui lui a semblé fautifs. Et paradoxalement, à ce qu'on pourrait imaginer, il fait subir à son propre enfant les mêmes défauts d'éducation dont il avait lui-même souffert. Il abandonne en quelque sorte son enfant à son propre sort. Mais bien entendu, cela ne prend pas les mêmes formes. N'avez-vous pas oublié que toutes les médailles ont deux faces? L'attitude inverse signifierait qu'il n'a plus besoin d'être ramené à son histoire personnelle, celle qu'il ne veut plus voir, celle qu'il s'applique à enterrer le plus loin possible de son cœur. Travesti et reconverti, on voue à ses enfants une haine inavouée parce qu'inavouable, cette détestation sourde qu'on retournait jadis contre ses propres parents. Ça, mes amis, il y en a beaucoup qui vont peut-être lever les bras en l'air en s'offusquant, mais comprenez bien que ce sont des symboles. Les choses se font pas avec les mots, elles se font pas exactement comme on vient de l'expliquer. J'ai bien dit travesti et reconverti et déguisé. De la petite remontrance simplement à l'irrépressible aveu d'un égoïsme colossal, en passant par les gestuels ou les mots délavés des amours circonstanciés, ici naissent les émotions les plus contradictoires. Les démonstrations tangibles, comme leurs symboliques respectives, deviennent autant de puissants transformateurs
d'énergie. L'énergie de vie, de spontanéité et de joie se déforme en ressenti de petite mort, c'est-à-dire l'effacement de soi, la dérobade. Trop de gens ensevelis sous leur propre impuissance dressent leur enfant. Ils instaurent des règles de conduite strictes et inamovibles pour sécuriser leur périmètre de vie, comme on contrôle une cuisson pour ne pas que le liquide déborde. Il faut qu'il obéisse. Un jour, une personne m'appelle dans le but de fixer un rendez-vous à mon cabinet pour une adolescente qui n'obéit plus. Vous vous rendez compte ? On me dit ça au téléphone, elle n'obéit plus. Mais très récemment, il y a encore une personne qui m'a écrit « Mon fils ne veut pas apprendre à l'école ». Donc ça devait nécessiter... je n'ai pas encore répondu à cette personne parce qu'il y a tellement à dire et je ne sais pas trop comment lui expliquer. Mais si elle écoute le podcast, eh bien ce sera très bien. Alors cette personne me dit, il y a donc quelques années, puisque c'était à mon cabinet, maintenant je ne reçois plus en présentiel, mais elle me dit, on ne peut plus rien en faire. On ne sait plus qui elle ne nous écoute plus, elle ne fait plus rien à l'école, nous sommes désespérés, il faut que vous la repreniez en main. Ah mais c'est textuel, hein, je vous assure, j'ai rien inventé. Et comme je n'en croyais pas mes oreilles, j'ai esquissé une réponse supposée lui faire comprendre que le problème provenait de son attitude, tandis que celui de sa fille n'en reflétait que la conséquence. Un surcroît d'autorité despotique manifestait qu'elle s'était écartée d'elle-même, abolissant par là sa sensibilité maternelle, si tant est qu'elle eût possédé cela un jour en elle. J'ai ajouté ne jamais traiter directement les enfants, et ça c'est vrai, car si les enfants manifestent une problématique, cela traduit obligatoirement le dysfonctionnement de la cellule parentale qui en est à l'origine. Le ou les parents grandissent, gèrent leur passé, et comme par hasard, l'enfant va mieux. Alors cette jeune fille souffrait probablement d'une cause contractée à l'extérieur de sa famille, mais toutefois les difficultés se situent en résonance avec les carences affectives et éducationnelles ayant permis que se déclare le conflit. Et en tout état de cause, et quel que soit le motif, il est évident que les enfants qui sont élevés de cette façon ne peuvent s'ouvrir spontanément à leurs parents. C'est sans doute en cela que résidait la plus inquiétante complication pour cette dame, très immature et très névrosée, qui n'avait évidemment pas compris un seul mot de mes explications, interloquée qu'un thérapeute n'abonde pas dans son sens, au lieu de cela la confronte à son vide profond. Elle se sentait tellement légitime et recevable dans sa demande, elle m'a tout naturellement déversé un flot de colère et de reproches avant de raccrocher offusquée. Mais ça, c'est l'attitude aussi de ceux qui se trouvent complètement confrontés à la vérité et qui n'ont plus de mots. Et donc, dans une crise d'ego surdimensionnée, ils se mettent en colère et quand ils n'ont plus de mots, ils vous raccrochent au nez. Bah oui, bien sûr. Alors c'est normal, parce que sinon, ils seraient très très en peine, évidemment. Les plus profondes césures s'opèrent sur le fond du quotidien, il faut le savoir, derrière lequel incubent des drames, lesquels, sans jamais avoir réellement éclaté, plus tard provoqueront des ravages. Le chantage parental se classe parmi les plus nuisibles des systèmes éducatifs recensés. Ça peut se traduire par ce type de phrase « si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas ça », si tu n'es pas sage, les malheurs vont t'arriver. Si tu ne cesses pas de pleurer, le loup va t'entendre, va venir te manger. Ça, je ne sais pas si ça existe toujours, mais quelquefois, si peut-être dans certains milieux. Si tu ne ranges pas ta chambre, je casse tous tes jouets. Ça doit être encore d'actualité. Ce type d'éducation produit des êtres attendant que la réalisation de certains de leurs projets corresponde à des récompenses ou à des compensations à leurs souffrances endurées. Tel le juste résultat après l'effort fourni dans un mode de vie basé sur l'obéissance, l'ordre moral, l'encadrement directif, la notion de justice humaine, la hantise des conséquences et des sanctions pour les contrevenants.
C'est toujours d'actualité aussi, ça. De ce fait, ils contracteront des épreuves dans la vie, des maladies ou de simples dysfonctionnements inconfortables, dans le but involontaire d'attirer l'aide, la prise en charge constituant la récompense, afin de répondre à cette fameuse notion de justice réparatrice. Et cela parce que les enfants qu'ils seront demeurés ne s'expliqueront toujours pas pourquoi leurs parents ont été si négligents, si mal aimants. Ils attendront l'hypothétique cadeau, celui qu'en principe on donne pour se faire pardonner. Cependant, pour l'homme évolué, le supra-humain de demain, il ne s'agit pas de recevoir des cadeaux en provenance d'autrui ou de soi-même, mais de savoir révéler sa propre puissance créatrice en sachant concrétiser dans la matière proportionnellement à la qualité de son potentiel énergétique. À ce propos, il m'était parvenu un très court message qui stipulait ceci: l'être humain croit que pour exister, il faut nécessairement faire ou ne pas faire. Ainsi passe-t-il sa vie à apprendre à faire. Or, on ne commet pas les actes en faisant les choses, on les accomplit avec l'intensité et la qualité vibratoire de l'intention. L'intention procède de l'énergie, c'est une énergie. L'intention traduit et exprime l'essence même de l'être, sa qualité profonde, et en cela, elle diffère de la pensée intentionnelle. Et voilà, mes amis, j'espère que ça vous apprend pas mal de choses et que je pense qu'on va peut-être rester là pour aujourd'hui, parce que c'est un podcast qui est quand même très, comment dirais-je, très fourni. C'est un podcast qui est très compact, où il y a beaucoup de choses qu'il faudra peut-être reprendre, tout simplement, en réécoutant bien. J'ai essayé de faire vite. Aujourd'hui, j'ai fait un peu plus vite que d'habitude. Le podcast numéro 8, je ne sais pas si j'y arriverai. En tout cas, pour celui-ci, je me suis appesantie sur les éducations extrêmement rigides. Elles existent encore. Bien sûr, on a l'habitude de voir des choses qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus laxistes. Mais il y a encore, d'une façon déguisée, comme je le disais tout à l'heure, il y a encore une façon déguisée de produire la domination sur ses propres enfants, parce que qu'ils soient laxistes ou qu'ils soient très autoritaires, ces parents signent là l'aveu de leur manque identitaire, de leur vide identitaire. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est quand même de la domination. Voilà, mes enfants, mes amis, je vous en dirai un peu plus la prochaine fois sur les conséquences, en effet, de ces éducations et sur la stigmatisation de notre psyché qui risque quelquefois de donner des réactions très inattendues. Voilà. C'est ce qui fait que l'être humain demeure particulièrement hermétique au fait de savoir se relier et de relier plus exactement une action à l'authenticité d'une pensée. On en parlera donc la prochaine fois. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Je vous souhaite de continuer bien sur ce chemin où, comme nous l'avons dit en début de podcast, il est nécessaire que l'être humain s'aligne complètement, c'est-à-dire sorte de cette pensée, ce fatras de pensée que l'on rumine tous les jours, en sachant bien que
Encore une fois, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce qu'on nous a appris. Ça correspond à la pensée collective. Ça ne nous appartient pas. Essayez dans le silence de vous-même, notamment dans des méditations ou par la respiration, comme on l'a déjà dit souvent, essayez de rentrer dans cette paix intérieure. Et cette paix intérieure, vous ne pourrez la trouver que lorsque vous aurez défait ces exigences que vous avez mises sur vous parce qu'elles vous ont été données et vous êtes conditionné à ces exigences. Donc vous ne vous aimez plus, vous ne vous pardonnez rien. Et vous essayez, en ruminant ces pensées, de savoir comment vous allez être le plus utile. Et c'est terrible si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y arriver. Vous restez encore dans ces schémas d'enfance. Je rappelle que Marilyn Legas vous en parle très bien dans son dernier podcast. Elle vous dit que effectivement il faut sortir de cette pensée, du monde de la pensée. Vous retrouverez ce titre, je pense, sortir du monde de la pensée, parce que c'est très important. Ce sont des schémas, ce sont des bulles, des formes pensées qui correspondent à des égrégores, et ces égrégores nous sont assénés tous les jours, parce que c'est le rôle de la conscience archontique d'emmener, par le biais de ce qui a été implanté dans nos cerveaux, des stimuli électromagnétiques qui nous ramènent toujours aux mêmes façons de raisonner, aux mêmes façons de réagir. Et ça, j'essaie de vous montrer comment, dans l'éducation, dans le courant, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que ça s'est construit. Mais si ça s'est construit de cette façon, vous pouvez aussi nettoyer la carte mère de votre cerveau et revenir à un équilibre. Merci mes amis, je vous laisse avec cela et je vous remercie infiniment de votre assiduité dans la lecture de ces podcasts. Je remercie chacun d'entre vous qui véritablement avait des commentaires très puissants qui me touchent beaucoup et qui me démontrent que bien finalement cette observation n'est pas vaine. Et elle sert à beaucoup à comprendre pourquoi ça s'est construit comme ça, pourquoi ils sont aujourd'hui dans de telles réactions. Et vraiment, oui, je vous remercie profondément. À très bientôt, mes amis.